le Suns Clippers 1-1 dans la série. Les Clippers faisaient la surprise. Bon, bah, Dans le- c'était une très bonne soirée. Merci à tous d'être venus et à très vite sur QI Basket. Non, on va essayer quand même. J'espère. Et moi, on m'a dit day to day dans le chat à un moment pour Kawhi. Oui, Donc, enfin, non, a priori, c'est pire que ça. bah, plus sérieusement, il dit aggravated knee. Donc, oui, c'est du day-to-day, mais bon, ça sent pas bon. Tu vois, la formule n'est pas hyper optimiste. À voir. Asmat Lamba, notre nouveau rédacteur QI, qu'on célébrera bientôt. J'ai Ouais. pas eu le temps de préparer tout bien pour balancer tous les trades qu'il nous envoie, mais je vous conseille bien évidemment son compte Twitter qui nous dit qu'Kawhi aurait joué le match 2 blessé après le match d'aujourd'hui. Ah oui, d'accord, donc donc ce serait absence ce soir et day to day pour le match 4 du coup. Oui, bon, effectivement, C'est pas pour dire, mais ça a commencé comme ça, ces 2 ans d'absence. Hein. Ça a commencé sur un day-to-day en 2021. Oui, en plus, on peut pas vraiment. La confiance ne règne pas autour de Kawhi. Justement, est-ce que cet enchaînement d'événements négatifs ne va pas créer une réaction d'orgueil? Ah, pardon, excuse-moi, Akilate, on a changé de série. Donc c'est la merde. Bon bah très 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 bien. Bon bah je ne sais pas si vous voulez arrêter là, on peut quand même en parler, merde. Non, on est payé à la minute, on va quand même en parler. Non, surtout que pour rentrer dedans un petit peu comme ça. Moi, j'ai vu les 2 matchs. Pour une fois, c'est peut-être la seule série où j'ai vu les 2 matchs complets d'ailleurs, même avant les Nuggets. J'étais content du premier match parce que identité défensive des Clippers retrouvée malgré des chaînons manquants et surtout un Westbrook plutôt bon défensivement. Moi, j'ai beaucoup aimé leur schéma tactique sur KD. Alors, il y a eu des répercussions dans le Game 2 tout de suite. Et puis, c'est surtout les autres qui en ont profité, notamment, bien évidemment, Devin Booker et même CP3. Le drop coverage avec Plumlee et Zubac auront eu l'incroyable point positif de faire ressusciter Chris Paul. C'était... quand même, il faut le noter, parce qu'il rentrait plus un caillou, il a enchaîné dans le quatrième, dans le fin de troisième, quatrième. Donc, mais sinon, oui, moi j'étais assez content de voir ça parce que c'est quelque chose que je voulais voir en termes de curiosité dans la série, la défense sur Kevin Durant. Je trouve, vous me direz ce que vous en pensez. Alors après, Durant reste bon, voire très bon. Notamment, il fait beaucoup de décalage et ça crée beaucoup de choses pour ce qui serait peut-être le MVP de cette série. Et Guillaume ne me contredira pas en la présence de Torrey Craig, bien sûr, qui shoot à 98% au shoot à peu près à 3 points. Mais donc ouais, moi je trouvais que il y avait au moins ça de bien chez les Clippers et je trouvais ça vraiment bien sur ces 2 premiers matchs, encore plus le premier. Le rôle de Westbrook est surtout un drop un petit peu haut sur KD avec un Westbrook qui arrive par derrière pour potentiellement le contrer ou jouer le style un petit peu en soum-soum, l'interception dans les mains de KD sur le dribble. Moi, je trouve que c'était intéressant. Je trouve que ça limite bien KD. La problématique, c'est que tout autour, c'est pas la même chose. Et puis, quand t'as autant de maillons faibles en défense, ajouté à ça au drop, avec des tueurs sur le mid-range, c'est compliqué. Défensivement pour ces Clippers. Guillaume, je te lance toi pour le coup. Qu'est-ce que tu penses de cette série en général ou de ce point défensif sur les Clippers? Bien, je pense il est peut-être temps d'évoluer, justement. C'est marrant parce qu'on a eu un peu les 2 versions, sur ces 2 premiers matchs avec, le premier où on avait une drop defense, donc ça jouait encore avec des gros et ça restait un peu bas sur le pick and roll et les Phoenix mettaient pas les shoots à mi-distance, donc c'est un peu les schémas en drop sont faits pour concéder ces tirs-là, qui en soi, même si tu les mets, ne sont pas des tirs qui, en gros volume, vont être aussi rentables que si tu allais directement au panier ou si tu prenais beaucoup de 3 points. Bref, match 1, ils les mettaient pas. Match 2, ils les ont beaucoup plus mis. Donc, et le problème, c'est que c'est un peu inquiétant parce que on est peut-être sur l'équipe qui est capable le plus de mettre, réitérer ce genre de performance à mi-distance, en fait. Même à l'échelle d'une série, ça peut être, le match 1 une anomalie, en fait. Ça peut être le match 1 où rien ne rentre et tout le reste de la série, on a des, Booker, Chris Paul, Kevin Durant, même Ayton, hein, qui mettent, tout leur tir à mi-distance.
Je te coupe juste sur des drops ou sur des pour pick and donner roll. des petits Vas-y. chiffres parce que c'est Jérém, il me semble, qui était au trade QBasket sur Twitter pour parler de ça et qui avait staté un petit peu tout ça. Au premier match, 4,27 sur le mid-range, 30%. Donc pour une équipe et des joueurs pareils, ça semble effectivement vraiment de la sous-perf totale. Au game 2, 21 sur 29. Donc à peu près voilà, le même nombre de mid-range et cette fois-ci donc 72%. Donc voilà, c'était juste pour donner de l'eau à ton moulin et shout-out un petit peu bien sûr le taf de Jérémy et je t'en prie tu peux continuer. Et effectivement, c'est pas mal, 72%. Tu t'en sors avec ça. Et le pire Et, de ça, non, comme tu mais le disais, avec des joueurs qui tu peux croire qu'ils peuvent le réitérer quoi. C'est ça le pire peut-être oui, dans ce oui, c'est chiffre-là. pas Quoi. comme si genre tu jouais Miami, que tu as un match où Butler il met ses tirs à mi-distance, Kyle Lowry il a 50 moins d'un coup. Voilà, t'es pas sur ce genre de configuration. Là, c'est plutôt la norme même que ces joueurs-là mettent ces tirs-là, si tu leur donnes. Donc oui, en soi, ça peut être rentable sur l'ensemble d'une saison, sur l'ensemble sur un gros volume de concéder ces tirs-là, mais si tu tombes contre l'équipe qui est capable de les mettre, ça perturbe un peu tout, quoi. Et donc il y a aussi ce truc en fin de deuxième match où on a vu beaucoup plus, même plus souvent en quatrième quart-temps, des schémas qui ont évolué, et notamment plus de switch, et un switch en apportant une aide. C'est-à-dire, ça switch de suite, on fait semblant qu'on concède le switch, et une aide arrive plus ou moins rapidement derrière pour essayer de, soit d'un côté, soit de l'autre, perturber. Donc en fait, c'est une prise à deux, mais qui ne dit pas son nom, parce que si tu fais une prise à deux franche au moment de l'écran, ça peut libérer d'autres choses derrière, quoi. Il suffit de faire une passe par-dessus, et on a ce fameux short roll. Là, c'est un peu une prise à deux qui se cache un peu, qui se déguise. Donc tu switches et ensuite tu apportes la prise à deux. C'est vrai que là-dessus, du coup, c'est toujours pareil, les vases communicants, à quel point est-ce que tu vas manquer l'attaque de certains joueurs, de Zubac, si tu pars sur des line-up plus petits. Mais c'est vrai que moi, ça peut être l'occasion de relancer un Robert Covington, par exemple, si tu décides de pratiquer ces schémas un peu plus longtemps. Ça peut faire sens, tu vois, de revenir avec Covington, considéré un peu comme un poste 4, voire 5 par Tyronn Lue, partir un peu plus sur du switch all, ou en tout cas sur du switch often, often, pardon pour l'anglais. Mais ouais, ça me paraît envisageable. Moi, c'était un peu ma question parce que tu vois, justement, dans le fin de troisième, début de quatrième du match 2, tu vois justement un peu plus de switch, tu vois des compos sans Plumlee ni Zubac qu'on n'avait pas forcément vu avant, etc. Mais sauf que avec quel personnel, c'est-à-dire que tu as toujours un ou deux maillons faibles défensifs vraiment potentiels, avec, je pense notamment à Bones Island, Eric Gordon. Quand Eric Gordon dans le 5, je trouve qu'ils arrivent pas mal à le planquer en le mettant sur Torrey Craig, même si bon, ça réussit pas trop parce que Torrey Craig plante comme un cochon. Et du coup, il fait pas mal de stunts, mais bon, c'est un peu le prix à payer pour pouvoir défendre un peu plus les superstars que sont KD, Booker, etc. Mais en fait, là, le problème, c'est qu'après, tu te places aussi à la merci du mismatch de CP3. Et Chris Paul, en fait, il a fait une fin de match incroyable parce que je comprends pas en fait du coup le personnel que tu mets quand tu veux switcher de la part de Tyronn Lue, où tu retrouves deux maillons faibles dedans et c'est pas possible de jouer du switch all avec plus d'un joueur qui est une galère défensive, quoi. Et le problème, c'est que si vous êtes le maillon faible, au revoir. Bravo. Il fallait un petit temps, tu vois. mais très bien donné. Cam, je sais pas si t'as vu un petit peu la série et tu veux en parler aussi. J'ai vu que le second match, donc c'était le match le plus abouti côté Suns, de ce que j'en ai lu et de ce que j'en ai vu. Après, cette équipe des Clippers, j'ai du mal de base parce que pour moi, c'est pas vraiment le basket que j'aime parce que c'est une équipe où la balle a énormément de difficultés à circuler. Comme vous l'avez dit avant, ça manque un peu de porteurs de balle et c'est une équipe qui a toujours beaucoup dépendu de son duo d'ailier pour faire la différence. Ça défend assez bien, il y a une très belle raquette. Moi, j'aime beaucoup Zubac et le travail qu'il a bas. Mais à côté de ça, comme on l'a dit juste avant, il y a des grosses faiblesses de partout et je sais pas comment penser. Ils font un bon premier match où vraiment, dans l'intensité et l'effort, ils arrivent à forcer les Suns à aligner leur starter longtemps pour compenser. Mais à un moment où là, si tu perds ta star et celui qui fait tenir un peu ton projet, c'est très compliqué. Côté Suns, je suis pas inquiet, même si je suis pas adepte du fait que
Ils ont dû faire énormément jouer Chris Paul, KD et Booker sur les premiers matchs. Le premier pour essayer de le gagner, le deuxième pour sécuriser. Mais à côté de ça, Chris Paul fait une très bonne série, j'ai l'impression, pour l'instant. Les stats le reflètent pas vraiment, mais il est très propre dans ce qu'il fait. Et puis surtout, Chris Paul au mid-range, comme on l'a dit, sur une défense qui en laisse un petit peu, c'est très efficace. Booker, c'est pareil, c'est agressif, ça défend assez bien. KD, je sais pas quoi en penser parce que je l'ai trouvé, du résumé que j'en ai vu du premier match, et c'était pas dedans. Je sais pas sur quel rythme il est, est-ce qu'il est en forme, est-ce que c'est juste le fait qu'il a été préservé pendant un petit moment et qu'il a été blessé qui l'empêche d'avoir des cannes. Je sais pas vraiment d'avis. Par contre, juste dernier point que je vais donner pour les Suns, DeAndre Ayton, je comprends pas le fait qu'il soit pas plus impactant face à une équipe qui peine au rebond et qui n'a qu'un seul intérieur à lui proposer. Mais ça, après, c'est un peu le paradoxe d'Ayton qui, depuis la finale perdue, peine à être fort contre les forts. Il y a une action qui m'a fait rire sur DeAndre Ayton dans le Game 2 là, où il rate un tout cuit vraiment proche du panier en mode dunk ou layup, et il prend le rebond mais un peu un hasard, et il lui revient et il prend un fadeaway à 3 mètres, ficelle magnifique. Donc voilà, DeAndre Ayton, très particulier comme intérieur. Mais oui, ça nous parlait, Azmat Lamba nous parlait de Maurice aussi, frère Maurice, qui est également présent sur le banc. Mais après, moi, j'ai une vraie question. Alors, je sais pas s'il y a des fans des Clippers dans le chat qui pourraient me répondre, ou si vous pourrez me répondre. Et tu parlais, Guillaume, tout à l'heure de... Je crois que tu faisais une blague. Vous êtes méchants, ça va bien. C'est vrai que les seuls qu'on connaissait ont fini en dépression, mais bon, malgré ça... Non, mais parce que j'ai l'impression que, et pour Maurice et pour Rocco, enfin, moi j'ai l'impression qu'ils jouent plus depuis longtemps, et quand ils jouent, ils sont pas forcément bons, pas forcément en canne, pas forcément. Enfin, donc je me demande si, de la part de Tyne Lue, c'est pas un petit peu, comme d'hab, on en sait beaucoup moins que bien évidemment, mais c'est pas un petit peu contraint et forcé que de pas mettre ces mecs là, parce que je sais pas s'ils peuvent vraiment apporter. Moi, ça fait longtemps que quand même je les ai pas vus apporter énormément. C'était un petit peu mon interrogation en début de saison. La saison m'a pas forcément rassuré de ce côté là. Je me dis, bon, ça peut peut-être expliquer aussi ça de la part de Tyronn Lue. Donc je sais pas si vous avez des souvenirs des deux ayant joué récemment et en ayant apporté réellement. Le problème, c'est que tout est un peu lié, et on a notamment une rotation intérieure qui n'est plus la même. On a l'arrivée de Plumlee qui est venu renforcer, donc un vrai backup pivot. Et il faut savoir que Covington était un peu considéré comme un pivot par Tyronn Lue, parce que c'est pas quelqu'un. Alors, peut-être il faudra le lire à Chauncey Billups un jour, qui a toujours pas compris qui était Covington. Mais c'est pas un ailier défensif extérieur un peu classique, Covington, plutôt un protecteur de panier depuis le poste d'ailier, pour être un peu caricatural. Et on est plutôt ce profil défenseur sans ballon, et voilà, il correspond plutôt bien à un pivot de small ball du coup. Et le problème, c'est que Tyronn Lue, du coup, le considère comme un pivot parce qu'il n'y a pas le shoot. Ce serait pas du tout la même histoire, je pense, s'il y avait un spacing de haut niveau. Il serait parmi les ailiers normaux, avec Batum, Maurice, etc. Mais là, le fait est que du coup, il est considéré comme un pivot pour l'aspect spacing. Mais du coup, comme on a fait aussi d'autres ajouts à la trade deadline, on se rend compte que avec Westbrook ou avec du Bon Silent ou avec certains autres profils, le switch-all, c'est pas tout le temps. Et maintenant, en plus, on a un backup avec Plumlee. Donc on peut faire totalement en 48 minutes sans faire de switch. Donc, il est un peu perdu dans la rotation pour ça, je pense. Il paye un peu son manque de spacing. Alors peut-être qu'il a été moins bon aussi cette année. Je peux pas dire que j'ai suivi à fond, donc c'est peut-être aussi une possibilité. Mais je pense qu'il y a une question de profil en fait. Une question de profil, et même tu vois, j'évoquais la possibilité de le faire re-rentrer dans les line-up, parce que pour la défense en switch-all et pour des défenses dynamiques sur Kevin Durant, sur Booker, etc., pour pas faire du drop. À quel point est-ce que tu peux le faire? À quel point est-ce que littéralement, est-ce que tu peux te permettre de faire ça quand tu as aussi quelqu'un qui s'appelle Russell Westbrook, qui va devoir jouer beaucoup de temps de jeu sur ce prochain match, si il n'y a pas ni Paul George ni Kawhi, et que ça va être Westbrook qui a un peu les commandes de l'attaque, de facto. Donc je sais pas, parce que ça fait quand même pas beaucoup de spacing si tu as les deux ensemble sur le terrain.
Voilà, tout est un peu lié en fait, hein. Défense et attaque sont toujours un peu liés. Et je pense qu'il a un peu perdu sa place dans la rotation, pardon, pour te répondre, à cause de l'attaque. Très bien, bah, c'était parfait, je comprends du coup tout à fait. Et là, de toute façon, tu l'as un peu évoqué, c'est sûr qu'avec les blessures, alors forcément déjà de Paul George qui limitait les choses, mais là avec Kawhi, si surresponsabilisation il y a de Westbrook, ça risque d'être plus compliqué parce que c'est vrai que autant j'ai beaucoup aimé Westbrook dans son rôle défensif et même d'ailleurs un petit peu off-ball, notamment aussi sur sa projection sur le rebond offensif, je trouve qu'il avait fait beaucoup de bien sur le match 1. Autant bon, c'est toujours un petit peu difficile quand il commence à créer, avec bon bah toujours la même chose, hein, c'est du Westbrook, hein, les choix douteux, le manque d'efficacité, vous connaissez, on va pas refaire la chanson. À quel niveau tu trouves que c'est de la surresponsabilisation de Westbrook, toi, du coup, personnellement? À quel niveau tu places le curseur? Au niveau de l'usage, par exemple, 4, 5%? J'attendais la chute. Je demandais. Très très bien, non, non, mais bien joué. Tu Non, vois, mais alors, c'est ça en blague à plus, tu vois, part, vraiment blague à part, off-ball, il est mieux quoi. Mais sauf que de toute façon, tu sais que tu vas le mettre, il va pas se contenter du off-ball, jamais. Parce que même quoi non, qu'il mais arrive, en là, t'as fait. besoin de lui. Ah oui, Pour de non, vrai, mais t'as là, vraiment besoin de lui, là. bien sûr, Parce ouais, ouais. que t'étais sur une attaque qui était tournée autour de Kawhi Leonard. Premier match, isolation pure et dure. Deuxième match, on recherchait un peu plus les mismatchs, mais ça restait l'isolation au fond, en tout cas assez simpliste. Et en dehors de ça, c'était un peu ma critique aussi, c'est qu'il n'y avait pas grand-chose de développé offensivement en dehors de ça. En dehors de cette isolation ou recherche de mismatch. Là, Westbrook va faire du bien parce que en dehors de ça, t'as plus grand-chose. Donc oui, De toute façon, il va faire du bien, mais est-ce que ça va être suffisant? c'est chronique au niveau des Clippers, même avant l'arrivée de Westbrook, hein, où de toute façon, les systèmes de jeu, vraiment le meilleur système de jeu chez les Clips, c'est toujours quand Kawhi est pris à 2 et qu'il swing très rapidement et que vous avez des joueurs comme Eric Gordon et Nicolas Batum et des joueurs comme ça qui sont capables de faire tout de suite la passe et de pas poser 3 dribbles avant de faire la passe, parce qu'il y en a aussi dans le roster des Clips. C'est à ce moment-là qu'ils font leur meilleur jeu offensif parce qu'ils trouvent des 3 points verts et ils ont des bons shooters à 3 points. Mais ça reste extrêmement pauvre comme modèle, quoi. Donc, et ça a été ça toute la saison, et même avec Paul George, hein, où ça alternait juste avec Paul George ou Kawhi, et des fois il y en avait un ou l'autre qui était en milieu ou en fin de chaîne. Mais on Ouais. n'a pas vu d'autres instances de jeu très intéressantes, je trouve, au niveau des Clippers. En tout cas, pas moi. Après, je ne sais pas pour vous, mais. Après, je sais pas Non, si tout vous à fait. voulez rester là-dessus ou si. Moi, je voulais enchaîner sur l'aspect du côté Suns pour le coup. Où par contre, il y a un avantage Clippers à ce niveau-là, c'est vraiment sur la profondeur des deux teams. Et on a vu notamment Monty Williams un petit peu en galère, notamment au premier match. Mais les critiques le suivent un petit peu sur le second. Au niveau de ses rotations, on parlait de difficulté de Tyronn Lue avec sa rotation. Il a quand même plus de personnel, Tyronn Lue. Je pense notamment à des mecs comme Terrence Mann, moi je trouve qu'il est plutôt bon sur la série. Je trouve qu'il est sympa à voir, et en plus, défensivement, que tu payes pas trop, surtout quand tu le vois à côté de Bones Island. Donc du coup, il y a quand même des choses du niveau profondeur de banc du côté de Ty Lue et des Clippers. Et par contre, à chaque fois, c'est sur en fait les rotations ou de second unit, ou les rotations partagées, même avec des starters et des mecs de la second unit, que les Suns prennent l'eau. Rien que le second match, il y a eu encore des instances, 2 fois, il me semble qu'il y a 2 plus 10 pour les Clippers, 2 fois, parce que en fait, la rotation des Suns n'est pas forcément au niveau. Derrière, en fait, il y a Josh Okogie qui a pas beaucoup de temps de jeu. Il y avait beaucoup. Et t'as pas tellement envie de le voir jouer longtemps sur une série de playoffs, surtout Okogie. Bah voilà, t'as plein de mecs comme ça. T'avais il me semble que c'est Terrence Ross aussi qui avait fait un petit stint, Oui. il me semble. Enfin, que des joueurs. J'ai plus forcément les noms en tête, mais Je crois que c'est surtout Shamet qui désespère les fans des Suns. oui, aussi, qui était pas mal dans le deuxième match. Je l'ai moins vu dans le premier, mais oui, dans le second, c'était un petit peu Shamet défensivement qui se fait trouer et qui apporte pas grand chose offensivement quand ça rentre pas tout de suite. Ça, c'est. Vous imaginez ça comme une potentielle cam, je vais peut-être te lancer du coup, comme
potentiel de difficulté même pour la suite pour les Suns si jamais effectivement Kawhi joue pas et que bon, on enterre vite les Clippers, même pour la suite, est-ce que c'est quelque chose qui peut vraiment les sanctionner ces Suns là? On en revient au point initial. Cette équipe-là des Suns, elle est pas allée chercher KD juste pour passer un ou deux tours et voilà, se satisfaire de tout ça. Tu vas chercher la grande perche pour jouer un titre et arriver en finale. Le souci qu'il y a, c'est que KD, on va revenir à ce qu'on disait un peu sur les Browns avant ça. Il est peut-être plus jeune, mais physiquement, est-ce qu'il peut jouer 40 minutes tout le temps sur de la très haute intensité? Moins que les saisons d'avant. Donc, ils ont intérêt à tuer rapidement la série et à économiser leur starter pour la suite parce que là, je les trouve quand même bien en difficulté face à une équipe qui, on l'a dit, qui est limitée en talent défensif et en talent global. Même si, attention, j'enlève pas le taf que les Clippers font. Mais leur banc saison régulière, il a été pas dégueu parce qu'en fait, ils sont toujours débrouillés pour avoir un des trois qui se repose et qui du coup permet au banc de sortir progressivement, etc. Sur une side playoff, là, à l'instant T, c'est pas possible de sortir Paul, Booker ou KD. Donc, je sais pas comment ils feront pour les séries prochaines s'ils passent. Bien sûr, il y a rien de fait. Moi, Shamet, j'aime beaucoup, mais comme on l'a dit, défensivement, c'est pas possible. Et si en plus son shoot ne vient pas, tu peux pas l'aligner. Terrence Ross, est-ce que tu as envie de le voir jouer longtemps avec un profil de scoreur un peu unidimensionnel? Pas vraiment. Je sais pas quoi penser. Je sais pas quoi en penser parce que même Biyombo, moi j'aime bien le joueur parce que quand il y a de l'intensité, etc. Mais est-ce que tu as envie de faire entrer un non-shooter qui ne va faire que capter du rebond sur le terrain? Je suis pas sûr. Leur banc est un peu lèche, je trouve. Mais après, c'est trop tard pour le corriger maintenant. Est-ce que Encore la une fois, Vas-y. je conclue, excuse-moi. Vas-y. Ils ont dépouillé leur banc en partie pour récupérer KD. C'est sur ce genre de série où un Michael Bridges aurait été précieux. Mais bon, Allez, tu peux pas avoir KD et Michael Bridges, hein. Faut pas déconner non plus. exactement. Les cadeaux, on en fait déjà assez aux Lakers, ça suffit. C'est ça. Est-ce que la bascule là-dedans, moi je pensais pas, c'est au niveau du stagger, avec Chris Paul notamment. On sait que c'était un petit peu compliqué sa fin de saison. Là, le Game 2 donnait de vrais beaux espoirs potentiels, notamment sur... alors, est-ce qu'il y aura toujours du drop coverage pour lui laisser le champ libre sur le mi-distance comme il aime? Peut-être pas, il faudra voir l'ajustement Clippers s'il y a et s'il peut y avoir, parce qu'on a vu que les options étaient limitées côté Tyronn Lue. Mais est-ce que c'est pas ça qui débloque potentiellement deux units fonctionnels en faisant stagger, en mettant CP3 avec KD et Booker solo d'un côté? On sait que Booker quand même a pris de l'envergure en termes de playmaking et sait un peu plus mener son équipe collectivement qu'avant. Et puis il a prouvé au dernier match que bon, ça va au niveau du shoot et dans sa capacité de scoring, c'était toujours OP. Je sais pas Guillaume, mais qu'est-ce que t'en penses? Moi j'avais un peu l'impression, c'était un peu ça qui m'inquiétait potentiellement par rapport à ces Suns-là vis-à-vis de ces minutages-là de la première unit et à quel point il y avait peu de profondeur. C'est le fait que même en staguant, même en alternant les superstars, il y avait des fois, il y avait quand même des pannes sèches, etc. Et peut-être aussi la problématique défensive, hein, parce que globalement, je trouve qu'ils sont bien défendus avec le 5 majeur contre les Clippers hier quand ils récupèrent le lead avant de terminer le match dans le troisième quart-temps. Mais sinon, ça reste, même en staguant, en fait, je trouve que ça reste un petit peu faible et du coup, tu deviens très vite limité, en fait. Oui, c'est un peu le. Enfin, moi, je veux dire que je suis beaucoup moins chaud que la moyenne, on va dire, sur les Suns. Je sais que beaucoup les avaient en finale NBA ou quoi. Je suis moins chaud que cette moyenne-là, on va dire, que le consensus collectif. Et un des points un peu d'inquiétude, c'est effectivement le manque de profondeur, en fait. Il n'y a pas tant que ça de profondeur dans cette équipe, ou alors il y a des profils qui peuvent, plus tu vas monter en grade en termes de série de playoffs, plus des profils peuvent devenir handicapants ou carrément ciblés. Donc ça reste problématique. Après, c'est vrai que, il y a cette attaque en fait de mi-distance et ça m'étonnerait pas que Tyronn Lue fasse aussi le choix de se dire on va continuer à rester sur du drop et on va essayer, on va encaisser quoi. On va voir si ça marche quoi. On encaisse le drop et pendant ce temps ça ne crée rien d'autre. Si on arrive à rester sur drop et à concéder encore et encore ce mi-distance, déjà il y a des fois comme le match 1 où ça peut s'enrayer. Et puis même, voilà, ça libère pas d'autres trucs. Donc si toi, de l'autre côté, tu es très très efficace en attaque et tu arrives à créer plein de choses, tu peux peut-être survivre à des mecs qui enchaînent tout le match avec des mi-distances.
Mais le problème aussi, je trouve que ce qui a été mieux sur le match 2 avec Phoenix, c'est qu'on a vu là encore, alors c'était pas aussi flagrant qu'à Memphis, hein. Memphis, on a carrément changé le plan de jeu du tout au tout. Mais je trouvais un peu plus de variété sur les petites actions et les façons de libérer KD, notamment, ou même d'autres joueurs sur ce match 2 avec Monty Williams, où j'étais un peu sur ma faim au match 1, où voilà, il se passait pas grand-chose. Match 2, on a eu un peu plus de variété pour aller sur les actions et mettre les joueurs dans des spots, et surtout, on a vu plus de mouvements de balle. Et ça peut aider Phoenix, et ça peut être un mauvais signe pour les Clippers, parce que, encore une fois, tu peux faire ce choix de dire on verrouille tout et on laisse le tir à mi-distance si ça nous permet de tout verrouiller. Mais là, en l'occurrence, on a aussi vu des séquences où la balle bougeait bien, quoi. On exploitait le décalage. On allait, pardon, je m'étouffe. Et on allait trouver d'autres trucs un peu plus rentables. Donc je sais pas. Là, pour te répondre, parce que je l'ai pas vraiment fait, mais non, moi, la question de la profondeur m'inquiète un peu, et sans doute plus que le côté stagger, comme tu dis, des stars entre elles, parce que ça, t'en as 3 quand même qui peuvent être des porteurs de balles principaux. 3 sur 48 minutes, ça m'inquiète pas tant que ça. Moi, c'est plutôt tout le reste, en fait. Tout le reste en plus des 3. Oui, parce que clairement, oui, non, mais je te rejoins, c'était surtout dans ce sens-là. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter sur cette série, dans le chat également, alors que bien sûr, c'est la foire, bien sûr, à la vanne. Et seulement 2 minutes de TJ Warren aussi au Game 2, nous dit Azmat Lamba. C'était TJ Warren tout à l'heure que je cherchais. Merci pour ce reminder qui ne sera absolument pas du tout utile. Cam, je sais pas, est-ce que tu as d'autres choses peut-être pour finir en mots sur cette série à ajouter? Parfum d'inachevé énorme sur cette série, mais après, malheureusement, on s'habitue. Oui, en espérant que les autres blessures dans les autres séries ne se prolongent pas trop. Giannis en tête, bien évidemment. Ça, c'était vraiment la tuile du dimanche. C'était nul à chier, ça, vraiment. Moi, pour finir, j'aimerais savoir qui est l'agent de Bones Island, du coup. Je crois que je veux le même, hein. Je sais pas, je ne comprends pas. J'allais faire un procès d'intention, j'allais dire, mais est-ce que c'est pas Clutch mais en fait, c'est juste moi qui ai un a priori négatif et qui colle les deux ensemble. Mais non, ce serait biaisé de ma part. Pour le coup, je crois même pas que ce soit le cas. Donc, il y a de la qualité sur le banc, c'est plus le manque de continuité par Monty dans les rotations qui me perturbe. On me dit Chrono to be, et bienvenue à toi. Ça fait plaisir de t'avoir dans le chat, bien sûr. C'était un petit peu, je sais, les critiques des fans que je lisais sur Twitter, etc., vis-à-vis des 2 matchs des Suns, et le point d'interrogation. Et c'est vrai que on a vu un petit peu plus sur le Game 2, comment il s'appelait, j'ai déjà Okogie, pardon, le Shokogi. Je trouvais que sur le Game 1, après on verra au Game 3 s'il arrive enfin à trouver les rotations. Si Kawhi venait à manquer encore un peu plus de matchs, de toute façon, ce serait peut-être bon signe pour les Suns, pour le coup, qui pourraient, je pense, du coup, potentiellement fignoler ce genre de détails. On sait de toute façon que voilà, il n'y a pas eu beaucoup de matchs avec KD, et c'était potentiellement aussi des ajustements qui seraient à faire en cours de playoff. Donc ça faudra certainement voir sur la durée, et voir surtout la blessure de Kawhi, malheureusement. Qui fait chier. Et puis vraiment le pari Clippers avec Paul George Kawhi, difficile. La fameuse bataille de Los Angeles. Oui, la fameuse. Bon, alors celle-ci, voilà. De toute façon, on aime Los Angeles ici. Faut voir avec le retour de Campaign aussi, nous dit Chrono TV. Alors, est-ce que, bien sûr. Non mais j'adore. Je voulais être un petit peu ajouté de l'eau au moulin, mais à chaque fois je me fais casser dans mon optimisme. Tu ne crois pas en Campaign, Guillaume? Si, non, c'était pour la blague. Il avait fait des playoffs incroyables. C'était le problème, c'est que ça règle pas enfin, après tu me diras, il y aura peut-être pas Kawhi, mais ça règle pas le problème de se faire cibler et de créer des match-up. Campaign. Et oui, ça peut apporter un peu plus de profondeur, mais je vois pas ça comme un truc fondamental, on va dire. Oui, non, je te suis également. Messieurs, est-ce que on peut s'arrêter là? Est-ce que vous avez, pour cette série, est-ce que vous êtes bon? Je pense qu'on a fait le tour.